L'intimité, c'est fini entre nous, a-t-elle déclaré. Quelques heures plus tard, elle m'a vu passer à autre chose, alors. Quand elle m'a regardé ce soir-là et a dit sans la moindre hésitation dans la voix, « L'intimité, c'est fini entre nous », c'était comme si l'air dans la pièce s'était épaissi. Elle ne l'a pas chuchoté. Elle n'a pas bégayé. Elle l'a dit comme si elle énonçait un fait. Comme si elle m'annonçait les prévisions météo pour demain. Froide, détachée, presque fière. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas supplié. Je suis simplement resté assis et j'ai laissé le poids de ces mots s'abattre sur moi. Pendant des années, j'ai cru que l'intimité n'était pas seulement une question de contact physique. C'était une question de proximité, de confiance, de respect. On ne met pas fin à cela à moins d'avoir déjà décidé, au plus profond de soi, que la personne en face de vous n'a plus d'importance. La plupart des hommes, dans un tel moment, commenceraient à négocier. Ils poseraient des questions, essaieraient de raisonner, se blâmeraient même. Mais j'ai appris quelque chose au fil des ans. Quand quelqu'un te dit qui il est ou ce qu'il ressent, crois-le du premier coup. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir ramper ou supplier pour quelque chose qui devrait être naturel dans un mariage. Je l'ai regardé pendant une longue seconde et, dans mon esprit, j'ai repassé en revue tous les signes qui nous avaient menés jusqu'ici. La distance qui n'avait cessé de grandir. La façon dont elle avait ignoré mes paroles et nos conversations. La fois où elle s'était détournée dans le lit, prétextant être fatiguée, alors que son téléphone restait allumé sur la table de chevet. Les pics subtils qu'elle pensait que je ne remarquais pas. Les commentaires sur la façon dont certains hommes en faisaient plus pour leurs femmes, ou comment d'autres femmes étaient mieux traitées. Cette phrase, « L'intimité, c'est fini entre nous », n'est pas née à ce moment-là. C'était le produit final de toutes les petites fissures qu'elle avait creusées dans notre mariage. Et pour moi, c'était la confirmation dont j'avais besoin. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement hoché légèrement la tête et dit, « Compris ». Le silence qui a suivi l'a fait bouger sur son siège. Elle ne s'attendait pas à ça. Peut-être pensait-elle que je commencerais à marchander ou à la questionner. Peut-être voulait-elle une dispute pour pouvoir jouer la victime plus tard. Au lieu de cela, je ne lui ai offert que le silence et une acceptation calme. C'est là que j'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux. À l'intérieur, je n'étais pas insensible. J'étais déçu, bien sûr, mais pas anéanti. Je savais que ma valeur ne disparaissait pas simplement parce qu'elle avait décidé de fermer la porte à quelque chose d'essentiel dans notre relation. Je travaillais dur chaque jour. J'assurais la stabilité. Je la traitais avec respect, je lui donnais sa liberté, je soutenais ses choix. Je n'étais pas parfait. Aucun homme ne l'est, mais j'étais présent et solide. Et si cela ne lui suffisait pas, alors c'était sa perte, pas la mienne. Un homme a deux choix dans des situations comme celle-ci. S'abaisser au niveau de la mendicité pour des miettes d'affection, ou tenir bon et se respecter assez pour partir si nécessaire. J'ai vu trop d'hommes choisir la première option et finir détruits. Je n'allais pas être l'un d'eux. Alors que j'étais assis là, j'ai pensé à quelque chose que j'avais lu une fois, dans le mariage, l'intimité n'est pas un privilège, c'est un devoir. Pas dans le sens de la force, mais dans le sens du partenariat. Lorsqu'un partenaire décide unilatéralement d'y mettre fin, il rompt l'accord de l'union. Ce n'est pas différent de couper la communication ou le soutien financier. C'est une rupture de contrat. Dans certains États, cela pourrait même être invoqué dans une procédure de divorce comme un motif d'abandon des devoirs conjugaux. Je connaissais cette loi. Je savais où je me situais. Je me suis levé du canapé, je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Elle m'a suivi des yeux, attendant quelque chose. Attendant que je plaide, peut-être que je m'excuse pour un crime invisible qu'elle avait inventé dans sa tête pour justifier ses paroles. Au lieu de cela, j'ai bu une gorgée, posé le verre et dit calmement, « J'ai bien entendu ». C'était tout. Pas de dispute, pas de supplication. Le pouvoir de ce moment ne résidait pas dans ce que j'ai dit. Il résidait dans ce que je n'ai pas dit. Car le silence est plus assourdissant que les cris quand il vient d'un homme qui connaît sa valeur. Elle a essayé de briser le silence, demandant, « C'est tout ? Tu ne vas rien dire ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, « Tu en as assez dit. » La pièce est redevenue silencieuse. Je pouvais dire qu'elle n'aimait pas ma façon de me comporter. Calme, contrôlée, imperturbable. Elle voulait une réaction, mais à la place, elle a eu un miroir. Cette nuit-là,
je me suis couché à côté d'elle sans la chercher, sans demander, sans essayer. Je me suis tourné sur le côté, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon esprit dériver vers la réalité que je savais déjà imminente. Une vie où je ne dépendais pas de son affection, de son approbation ou de sa présence. Parce que voici la vérité. Quand une femme met fin à l'intimité de cette manière, elle s'est déjà désengagée émotionnellement. Et si elle est désengagée, alors je dois être prêt à faire de même. Ce n'est pas la colère qui m'a tenu éveillé cette nuit-là. C'était la clarté. Le genre de clarté qui vous fait réaliser que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quelqu'un qui ne vous valorise pas. Le genre de clarté qui vous rappelle qui vous êtes et ce que vous apportez. Quand le soleil s'est levé le lendemain matin, je n'étais plus le même homme qui s'était couché. Quelque chose avait changé. Pas en elle. Elle était toujours la même, mais en moi. Sa déclaration, aussi froide et méprisante soit-elle, m'avait libéré de l'illusion que nous nous battions encore pour le même mariage. Je me suis habillé, j'ai mis mes chaussures et j'ai commencé ma journée comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je savais que tout avait changé. Le matin après sa déclaration, la maison semblait différente, mais pas de la manière que la plupart des hommes imagineraient. Il n'y a eu ni tempête de dispute, ni porte claquée, ni scène dramatique, juste le silence. Et ce silence, c'était à moi de le façonner. Elle a traîné dans la cuisine, me regardant verser mon café et préparer mes affaires pour le travail, comme si elle attendait que je craque. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'allais pas supplier pour avoir de l'attention ou demander « Tu pensais vraiment ce que tu as dit ?» Parce qu'un homme qui se respecte n'a pas besoin de clarification quand le message était déjà limpide. Au lieu de cela, je me suis habillé avec soin, j'ai lacé mes chaussures, j'ai pris mes clés et j'ai dit « Passe une bonne journée ». Mon ton était neutre, calme, mais ferme. C'est là que j'ai remarqué que ses yeux me suivaient, cherchant des signes de faiblesse. Mais je ne lui en ai donné aucun. Sur le chemin du travail, j'ai repassé la nuit précédente dans ma tête, sans regret, sans amertume, juste avec clarté. Elle avait tracé sa ligne, alors j'avais tracé la mienne. La seule différence, c'est que la mienne était silencieuse, mesurée et invisible pour elle, pour l'instant. Parce qu'un homme fort n'annonce pas chacun de ses mouvements, il laisse ses actions révéler la vérité. Au travail, je n'étais pas distrait. En fait, j'étais plus vif que d'habitude. Je me suis concentré sur les projets que j'avais reportés, j'ai répondu aux emails sans délai et j'ai géré les appels avec plus d'autorité qu'auparavant. Il y a quelque chose dans la trahison ou le manque de respect qui aiguise un homme lorsqu'il choisit de le canaliser correctement. La plupart des hommes gaspillent cette énergie à courir après la personne même qui leur a manqué de respect. Mais quand vous récupérez cette énergie et que vous l'utilisez pour vous-même, vous gagnez en puissance. Pendant le déjeuner, au lieu de rentrer à la maison ou de l'appeler, j'ai mangé avec un collègue que je respectais. Nous avons parlé d'affaires, d'actions en bourse et de la possibilité de nous lancer dans des projets parallèles. Rien de romantique, rien de dramatique, juste de la construction. Car si l'intimité était terminée à la maison, l'intimité avec mes objectifs, ma discipline et mon indépendance venaient d'entamer un nouveau chapitre. Pendant ce temps, je savais qu'elle attendait des SMS. Peut-être quelque chose comme « On peut parler » ou « Pourquoi as-tu dit ça ?» Mais son téléphone est resté silencieux. Et chaque heure qui passait sans que je ne cède ou ne supplie était une heure de plus où je reprenais le contrôle de ma vie. Ce soir-là, au lieu de me précipiter à la maison, je me suis arrêté à la salle de sport. J'ai soulevé plus lourd que d'habitude, me poussant avec une concentration froide et constante. La sueur coulait, les muscles brûlaient. Mais ce que je ressentais le plus, c'était le contrôle. Quand vous entraînez votre corps, vous vous rappelez que la discipline l'emporte sur l'émotion. Le rejet d'une femme ne peut effacer la force d'un homme quand celle-ci est ancrée dans ses propres mains. Quand je suis rentré à la maison, douché, et que je me suis préparé le dîner, j'ai remarqué la façon dont elle m'observait. Pas curieuse, mais agitée. Comme si elle attendait l'explosion qui n'est jamais venue. C'est ça, le truc. Quand vous refusez d'alimenter le drame, vous forcez l'autre personne à faire face à son propre malaise. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait pour le dîner. Je n'ai pas fait la conversation. J'ai cuisiné mon repas, je me suis assis et j'ai mangé en silence. Elle était assise de l'autre côté de la pièce, faisant semblant de faire défiler son téléphone, mais je sentais ses yeux me jeter des coups d'œil toutes les quelques secondes. Elle s'attendait à l'ancienne version de moi. Celui qui avait l'habitude de tendre la main et de demander ce qui n'allait pas. Celui qui cherchait à maintenir la paix dans la relation,
même quand ce n'était pas lui qui la troublait. Mais cet homme avait disparu. Au lieu de cela, j'ai gardé des mouvements délibérés. Ma voix était stable quand j'ai finalement parlé. Ne m'attends pas demain. Je rentrerai tard. C'était tout. Un simple fait. Pas d'explication. Pas de justification. Et puis je suis retourné à mon assiette. Le lendemain, je me suis assuré de vivre exactement comme je me l'étais promis. Détaché, concentré et discipliné. J'ai quitté le travail et je suis allé directement à un événement de réseautage. Pas un bar, pas un rendez-vous. Quelque chose qui me construisait. J'ai serré la main d'hommes qui possédaient des entreprises, j'ai écouté leurs conseils et je me suis présenté comme quelqu'un qui n'était pas freiné par des problèmes à la maison. Un homme là-bas, un ancien marine qui dirigeait maintenant une entreprise de construction, m'a dit quelque chose qui m'a marqué. La valeur d'un homme n'est pas prouvée par ceux qu'il garde auprès de lui, mais par ceux qu'il refuse de tolérer. Ces mots ont scellé le chemin sur lequel je marchais déjà. Quand je suis rentré tard ce soir-là, elle était assise à table, à m'attendre, habillée comme si elle voulait que je la remarque. Mais je n'y ai prêté aucune attention. Pas par dépit, mais par discipline. Quand le respect est rompu, la beauté ne signifie rien. J'ai posé mes clés, j'ai rangé ma veste et j'ai dit calmement, longue journée. Puis je suis allé prendre une douche. Son silence était lourd. Et dans ce silence, je sentais son doute grandir. Elle s'était attendue à ce que je craque, que je me dispute, que je supplie pour avoir son attention. Au lieu de cela, elle était confrontée à une version de moi qui n'était pas dépendante de son approbation. C'était l'action silencieuse qui a tout changé. Pas de menaces bruyantes, pas d'ultimatum dramatique, mais une indifférence constante et disciplinée. Chaque jour après cela, j'ai gardé le même schéma. Me lever tôt. Travailler avec concentration. Développer mon corps et mes finances. Parler moins. Agir plus. Pas de débordements émotionnels. Pas de course-poursuite. Pas besoin de me prouver à quelqu'un qui avait déjà déclaré que je n'étais pas assez. Et voici la vérité que les hommes doivent entendre. Les femmes sentent quand elles ont perdu leur pouvoir sur vous. Cela les déstabilise. Cela les fait douter de leur choix. Parce que quand vous arrêtez de supplier, vous les forcez à se regarder dans le miroir et à se demander ce qu'elles ont vraiment à perdre. Je n'ai jamais haussé la voix. Je n'ai jamais abaissé mes standards. Je ne me suis jamais expliqué. J'ai simplement vécu d'une manière qui rendait la chose évidente. Je n'attendais pas des miettes d'affection. C'est ainsi qu'un homme devrait réagir. Pas avec des mots, mais avec un changement de comportement. Et cela ne prend pas des semaines ou des mois pour commencer. Cela commence dès le lendemain matin où le manque de respect est entré dans la pièce. Alors quand elle a dit « l'intimité, c'est fini entre nous », ma réponse n'a pas été en mots. Elle a été dans la façon dont j'ai vécu les heures, les jours, les semaines qui ont suivi. Calme, concentré, intouchable. C'était mon action silencieuse. Pas de supplication, pas de course-poursuite, juste vivre comme un homme qui connaît sa valeur. Quand une femme croit avoir un contrôle total sur un homme, elle suppose qu'il ne bougera pas sans son approbation. Pendant des années, elle était habituée à ce que je sois présent, prévisible, fiable au point d'en devenir une routine. Elle pensait que couper l'intimité me maintiendrait en orbite autour d'elle, confus et attendant comme un chien enfermé dehors, espérant être autorisé à rentrer. Mais elle avait tort. Quelques jours après sa déclaration, j'ai ajusté mon emploi du temps sans rien annoncer. Au lieu de me précipiter à la maison après le travail, j'ai rempli mes soirées avec des choses qui me construisaient. La salle de sport, des dîners de réseautage, des retrouvailles avec de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Elle a immédiatement remarqué la différence car soudain, la maison semblait plus vide. Non pas parce que j'étais parti, mais parce que ma présence n'orbitait plus autour d'elle. La première vraie fissure dans sa confiance est apparue un vendredi soir. J'avais accepté l'invitation d'un collègue à manger un morceau dans un nouveau restaurant en ville. Rien de romantique, juste de la nourriture, de la conversation et des rires. Mais le but n'était pas avec qui j'étais. Le but était que j'étais avec quelqu'un d'autre, que je m'amusais, et non pas assis à la maison à attendre son approbation. Quand je suis rentré plus tard cette nuit-là, détendu et sentant la bonne nourriture, elle était sur le canapé, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Ses yeux se sont levés dès que j'ai franchi la porte. « Tu es en retard » a-t-elle dit, son ton sec, comme si elle me testait.
J'ai haussé les épaules, j'ai posé mes clés et j'ai répondu, oui, j'étais sorti. Pas d'explication, pas de ton défensif, juste un fait. Ses yeux se sont plissés, cherchant des failles, mais elle n'en a trouvé aucune. C'est là qu'elle a réalisé que l'équilibre avait basculé. La semaine suivante, j'ai été invité à l'anniversaire d'un collègue. Un événement décontracté dans un bar, de la musique, de la nourriture, un mélange d'hommes et de femmes. J'y suis allé habillé avec soin, mais sans en faire trop. En arrivant, j'ai salué les gens avec aisance, j'ai commandé un verre et j'ai passé la soirée en bonne compagnie. À un moment donné, une collègue a ri à l'une de mes histoires et m'a touché le bras. C'était innocent, mais si quelqu'un avait pris une photo, elle aurait raconté 1000 histoires différentes. Et comme le destin le voulait, quelqu'un l'a fait. Plus tard dans la nuit, cette photo a atterri sur les réseaux sociaux. Juste un cliché spontané du groupe, moi y compris, souriant et détendu. Mais ses yeux l'ont trouvé. Bien sûr qu'ils l'ont trouvé. Quand je suis rentré à la maison, l'air était lourd. Elle attendait, les bras croisés, prétendant qu'elle s'en fichait. On dirait que tu t'es bien amusé, a-t-elle dit d'un ton plat. Je l'ai regardé calmement, j'ai accroché ma veste et j'ai répondu, oui, en effet. C'était une bonne soirée. Silence. Un silence épais de jalousie, de regret, peut-être même de peur. C'était le choc. Elle m'avait dit que l'intimité était terminée, mais me voir profiter de la vie sans elle lui a fait réaliser ce que cela signifiait réellement. Cela signifiait qu'elle n'était pas irremplaçable. Cela signifiait que le monde n'attendait pas son approbation pour que je respire, que je rie ou que je vive. Cela signifiait que ces mots ne m'avaient pas piégé. Ils m'avaient libéré. Et rien ne déstabilise plus une femme que de voir un homme qu'elle pensait dépendant agir soudainement de manière indépendante. Les jours qui ont suivi ont été remplis de petits moments révélateurs. Elle a commencé à traîner davantage autour de moi quand j'étais à la maison, posant de petites questions qu'elle ne se souciait pas de poser avant. Où es-tu allé? Avec qui étais-tu? À quelle heure seras-tu de retour? L'ironie était évidente. C'était elle qui cherchait la proximité maintenant, pas moi. Un soir, alors que je me préparais à sortir pour retrouver un ami, elle a finalement cessé de jouer la comédie. Tu ne m'as même pas dit que tu allais quelque part, a-t-elle lancé, sa voix portant plus d'insécurité que d'autorité. Je me suis arrêté, je me suis tourné vers elle et j'ai répondu avec une précision calme, tu m'as dit que l'intimité était finie. Tu as clairement fait savoir que tu n'avais plus besoin de moi de cette manière, alors j'ai arrêté de te rendre des comptes. Je vis ma vie. Son visage a changé instantanément. Pour la première fois, j'ai vu le regret vaciller sur ses traits. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a marmonné, je ne le pensais pas comme ça. Mais il était trop tard. Voici la vérité, une fois qu'un homme avance vraiment, il n'y a pas de bouton pour revenir en arrière. Et elle commençait à le voir. Le plus grand choc, cependant, n'est pas venu des dîners ou des photos, mais de la façon dont je me comportais en public. Un samedi, j'ai croisé des amis communs dans un café. J'étais impeccable, souriant et pleinement présent dans la conversation. Ils ont posé des questions sur elle, sur nous, et je ne l'ai pas dénigré, je ne me suis pas plaint. J'ai simplement dit, nous sommes à des étapes différentes en ce moment, mais je vais bien. Quand la nouvelle lui est parvenue, car les nouvelles parviennent toujours, elle a réalisé que sa tentative de me contrôler avait également échoué publiquement. Je n'étais pas l'homme amer et brisé qu'elle attendait. J'étais calme, posé, même respecté pour la façon dont je me comportais. C'est une sorte de vengeance qu'aucun cri ni aucune menace ne pourrait jamais offrir. Le choc ne résidait pas dans un seul événement. Il résidait dans l'accumulation de preuves. La preuve que je n'avais pas besoin de sa permission pour vivre. La preuve que je n'étais pas enchaîné par sa déclaration froide. La preuve qu'un homme qui connaît sa valeur n'arrête pas d'avancer simplement parce qu'une personne décide de ne plus l'apprécier. Elle pensait que couper l'intimité me piégerait. Au lieu de cela, cela l'a exposée, car maintenant c'était elle qui était agitée, me regardant lui glisser entre les doigts tandis que je restais stable, calme et intouchable. C'était ça, le choc. C'était le tournant qu'elle n'avait jamais vu venir. La première fois qu'elle a essayé de revenir sur ses paroles, cela s'est produit tranquillement. Elle était debout dans la cuisine, préparant du café, quand elle a dit presque à voix basse, à propos de ce que j'ai dit l'autre soir. Je ne le pensais pas comme ça. Je n'ai pas levé les yeux de mon assiette. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle devienne mal à l'aise.
Puis j'ai dit sans hausser la voix, tu le pensais assez pour le dire. Et je suis retourné à mon repas. C'est là qu'elle a réalisé que le terrain avait changé. Avant, j'aurais peut-être adouci le ton, demandé ce qu'elle voulait dire, essayé de recoller les morceaux, mais plus maintenant. Elle avait fait sa déclaration, et j'avais fait la mienne, non pas en mots, mais dans la façon dont j'ai vécu par la suite. Ces tentatives de rétropédalage sont devenues plus audacieuses après cela. Plus elle me voyait détaché, plus elle essayait de me ramener dans ses filets. Elle a commencé à s'habiller différemment à la maison, portant des vêtements qu'elle n'avait pas pris la peine de mettre depuis des mois. Elle traînait près de moi quand je lisais ou travaillais, essayant d'entamer des conversations. Parfois, elle posait sa main sur mon bras comme pour tester si l'ancienne dynamique était toujours là. Mais voici le truc. Une fois qu'un homme se déconnecte de cette mentalité de suppliant, ses tactiques ne fonctionnent plus. Je les ai vues pour ce qu'elles étaient, des tentatives de reprendre le contrôle, pas de l'affection sincère. Un soir, je suis rentré plus tard que d'habitude. J'étais resté après le travail pour m'entraîner à la salle de sport, j'y avais pris une douche et j'avais mangé un morceau avec des amis. Quand j'ai franchi la porte, elle faisait les 100 pas dans le salon. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu serais en retard ?» a-t-elle exigé, bien que sa voix ait une pointe de nervosité. Je l'ai regardée calmement et j'ai répondu, « Parce que je n'ai pas à le faire. » Sa bouche s'est entr'ouverte. Elle s'attendait à des excuses. Peut-être à un prétexte. Au lieu de cela, elle a eu la vérité. Une vérité qui piquait parce qu'elle la forçait à faire face à la réalité. La laisse qu'elle pensait avoir sur moi s'était rompue. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais assis en train de lire au lit, elle s'est glissée sous les couvertures et a essayé de se presser contre moi. Pendant des mois, elle m'avait tourné le dos, s'éloignant, disant qu'elle était fatiguée. Maintenant, elle se rapprochait de moi comme quelqu'un qui venait de réaliser que le feu qu'elle avait éteint ne se rallumerait pas de lui-même. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas repoussé, mais je ne l'ai pas accueilli non plus. Je suis resté immobile, les yeux sur mon livre. Ce silence était plus fort que n'importe quel rejet que j'aurais pu prononcer. Elle s'est tournée sur le côté, agitée, et a chuchoté, « J'ai besoin de toi ». Ces mots auraient pu avoir du poids autrefois, mais maintenant ils sonnaient creux, comme une réplique répétée trop tard. Le lendemain, elle a réessayé, cette fois avec des mots soigneusement choisis. Elle a attendu que je me prépare pour le travail et a dit, « Écoute, je n'étais pas sérieuse quand j'ai dit que l'intimité était terminée. J'étais en colère. Tu sais, j'ai besoin de toi. » J'ai noué ma cravate, je l'ai regardée à travers le miroir et j'ai répondu, « On ne joue pas avec des mots comme ça en s'attendant à ce que rien ne change. » Puis j'ai franchi la porte. Son désespoir a grandi. Elle a commencé à m'envoyer des SMS pendant la journée. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. « Comment se passe ta journée ? Quand seras-tu à la maison ? Tu veux que je cuisine quelque chose ?» L'ironie ne m'a pas échappé. La même femme qui avait traité l'intimité et la proximité comme des corvées essayait maintenant de les vendre comme des luxes. Mais voici la vérité. Une fois qu'un homme fait l'expérience de la paix de vivre sans être manipulé, les vieilles astuces perdent leur pouvoir. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas tenté. J'étais simplement libre. C'est cette liberté qui l'a fait paniquer. Un samedi, je lui ai dit que je sortais retrouver des amis. Elle a demandé, « Je peux venir ?» J'ai haussé un sourcil et j'ai dit, « Tu ne voulais rien partager avec moi avant. Qu'est-ce qui a changé ?» Elle a bégayé, puis a marmonné, « Je ne veux juste pas que tu me laisses derrière. » C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des semaines. Pour la première fois, j'ai pu voir la peur dans ses yeux. Pas la peur de moi, mais la peur de me perdre. Elle avait parié que je serais faible, dépendant et prêt à supplier. Au lieu de cela, elle se retrouvait dans la position où elle m'avait autrefois placé, dans l'attente, l'incertitude, l'insécurité. Le rétropédalage a atteint son paroxysme une nuit où elle s'est effondrée en larmes. J'étais rentré tard de nouveau, cette fois d'un dîner tranquille avec un vieil ami. Quand je suis entré, elle était assise à table, le mascara coulant, un verre de vin à moitié vide devant elle. Dès que j'ai posé mes clés, elle a dit à travers ses larmes, « S'il te plaît, je ne le pensais pas. Je ne veux pas te perdre. J'ai besoin que tu sois là. Reste. » Je suis resté là, calme, stable, laissant ces mots flotter dans l'air. Et puis j'ai répondu du même ton que j'avais utilisé depuis la nuit de sa déclaration. Le besoin ne signifie pas l'amour,
et je ne reste pas là où l'on a seulement besoin de moi. Ces sanglots ont rempli la pièce, mais je n'ai pas cédé. Car voici la réalité. Quand un homme a traversé le feu, il ne retourne pas en courant dans les flammes simplement parce que le feu se met à pleurer. Elle a essayé de déformer ses paroles, affirmant qu'elle plaisantait ce soir-là, qu'elle était en colère, que j'avais mal compris, mais je savais la vérité. Des mots comme « l'intimité »,« c'est fini entre nous » ne sortent pas de nulle part. Ils viennent d'un lieu de mépris, d'une décision déjà prise dans le cœur. Et une fois prononcés, ils ne peuvent être effacés par des larmes ou des promesses vides. Son désespoir était réel, mais il était trop tard. Elle voulait le confort de ma présence, la stabilité de ma discipline, l'assurance que peu importe à quel point elle était cruelle, je resterais quand même. Mais quand elle m'a vu vivre sans son approbation, elle a réalisé que ce filet de sécurité avait disparu. Et c'était sa punition. Pas ma colère, pas ma vengeance, mais la simple réalité de me regarder avancer sans me battre. Les adieux n'ont pas toujours lieu dans des éclats de voix. Parfois, ils arrivent tranquillement, portés par la voix calme d'un homme qui a déjà fait la paix avec lui-même. C'est ainsi que le mien est arrivé. C'était un dimanche matin. La maison était silencieuse, la lumière du soleil traversant les stores. Le genre de matin où les couples partagent habituellement un café et une conversation légère. Mais pas nous. Elle était assise de l'autre côté de la table, tripotant sa tasse, les yeux rouges d'une nuit de sommeil agité. Je savais ce qu'elle voulait dire avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « On peut tout recommencer ?» a-t-elle demandé, sa voix fragile. J'ai posé ma tasse lentement. « Recommencer d'où ?» Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. « D'avant tout ça ? D'avant que je dise ces choses. Je ne le pensais pas. Juste. J'ai levé une main doucement, non pas pour la faire taire par manque de respect, mais pour arrêter les excuses répétées. Tu ne le pensais pas. Peut-être pas de la façon dont tu le penses maintenant, mais à ce moment-là, ces mots venaient d'un endroit réel. Et une fois qu'ils sont sortis, ils ont tout changé. Ses yeux se sont de nouveau remplis de larmes. Les larmes de quelqu'un qui comprend enfin que les conséquences ne s'inversent pas simplement parce que le regret est arrivé en retard. Elle a tendu la main sur la table, tremblante, essayant de toucher la mienne. Mais je n'ai pas bougé. « S'il te plaît » a-t-elle murmuré. « J'ai besoin de toi ici. » Ne pars pas, c'était le moment. Le carrefour même où les hommes faibles cèdent et les hommes forts s'en vont. Tout mon être voulait dire quelque chose de réconfortant, céder, car je ne suis pas fait de pierre. Je suis humain. Mais la force ne consiste pas à être insensible. Elle consiste à honorer ses propres standards, même quand ça fait mal. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu avec une finalité calme, « Adieu ». Son visage s'est figé, non pas de colère, la colère est bruyante, mais d'incrédulité. Elle s'était attendue à ce que je craque après tous ces rétropédalages, après ses larmes, après ses supplications. Au lieu de cela, je lui ai donné le seul mot qui portait plus de poids que n'importe quelle dispute. Adieu. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et j'ai commencé à rassembler mes affaires. Quelques vêtements, mon ordinateur portable, l'essentiel. Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué les portes. Chaque mouvement était délibéré, stable, comme si je l'avais répété 1000 fois dans ma tête. Peut-être que je l'avais fait. Elle m'a suivi dans le couloir, la voix brisée. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous sommes mariés. Nous sommes censés nous battre pour ça. Je me suis arrêté sur le seuil, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je me suis battu. Je me suis battu chaque jour pour maintenir le respect entre nous. Mais quand tu as déclaré que l'intimité était terminée, tu as mis fin au combat. Tu as fait ton choix, et maintenant je fais le mien. Ses larmes sont devenues désespérées. Elle s'est agrippée à mon bras, essayant de me retenir. Je vais changer. Je te le promets. Ne pars pas, c'est tout. Ne me quitte pas. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Les promesses ne signifient rien quand elles viennent après que le mal est fait. Tu n'as pas respecté ce que nous avions quand tu l'avais. Maintenant, je me respecte assez pour m'en aller. C'est la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Dire adieu, ce n'est pas pour punir l'autre personne. C'est pour se préserver soi-même. Rester aurait été la punition. Vivre dans une maison où le respect était déjà mort. J'ai porté mon sac jusqu'à la voiture.
Elle se tenait sur le seuil, sanglotant, une silhouette se découpant contre la lumière du matin. Je n'ai pas regardé en arrière en plaçant le sac dans le coffre, en ouvrant la portière du conducteur et en m'asseyant au volant. Mon cœur était stable, mes mains fermes. Avant de démarrer, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Ce n'était pas seulement des murs et des meubles. C'était des années de ma vie, des souvenirs, bons et mauvais. Mais ce n'était plus mon foyer. Un foyer est construit sur la confiance, l'intimité, le respect. Une fois que ceux-ci ont disparu, il ne reste plus qu'un bâtiment. Elle a crié mon nom une dernière fois alors que je démarrais le moteur. Le son a fendu l'air, mais il ne m'a pas fendu. Je ne lui ai offert rien de plus qu'un dernier hochement de tête. Ni cruel, ni moqueur, juste une reconnaissance silencieuse que ce chapitre était clos. Et puis je suis parti. La route s'étendait devant moi, vide et ouverte, comme un miroir de la liberté que je venais de choisir. Pas de supplication, pas de regret, pas de drame, juste la clarté. Dire adieu n'était pas ma fin. C'était le début de ma reconquête. C'est ce qui différencie un homme fort. Il ne s'accroche pas à ce qui lui manque de respect. Il ne négocie pas avec quelqu'un qui le traite comme une option. Il ne se perd pas en essayant de retenir quelqu'un qui a déjà lâché prise. Je ne suis pas parti en colère. Je suis parti libre. Et c'est là le vrai pouvoir de l'adieu.